surprise du président de la République Emmanuel Macron à Rouen, c'était hier soir. D'ailleurs, Paris-Normandie, dans son édition de ce matin, s'en fait bien évidemment largement l'écho, en portant la venue du président à la une. Et nous avons décidé, après avoir parlé des agriculteurs, après avoir parlé des commerçants, eh bien, nous avons décidé, nous nous y étions engagés d'ailleurs, à donner la parole aux particuliers. Ils sont en plateau et vous êtes bien sûr avec nous, puisque nous sommes en direct. Et comme d'habitude, quand on se retrouve ici, vous pouvez interagir. Et j'ai l'oreillette et je note tous vos commentaires. Ça commence maintenant. Bonjour Dorothée. Bonjour Sylvain. Dorothée Brimont, journaliste à Paris-Normandie, qu'on a plaisir à retrouver en plateau. Et puis surtout, grand plaisir Dorothée d'accueillir deux témoins relativement aux conséquences de l'affaire Lubrizol. Nathalie Yvanon, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fidèle, Nathalie, des Oui. programmes en direct de PNTV. Donc Oui. merci, ça fait plaisir de vous avoir en plateau. On préférerait d'ailleurs ne pas vous avoir en plateau. Ça voudrait dire que rien ne se serait passé et ça serait bien évidemment le souhait que nous partageons tous. Et puis à côté de vous, nous avons la venue, et merci encore à vous aussi d'être présent, d'Olivier Bruno. C'est intéressant, Dorothée, parce que Olivier, lui, c'est un ancien salarié de Lubrizol. Vous y avez travaillé entre 2010 et 2014, et vous avez notamment vécu ce qu'on pourrait appeler l'affaire du maire Captan à l'époque. Alors, on est bien sûr très attentif à ce que vous allez nous dire. Encore une fois, la parole est aujourd'hui dans ce format de l'info en question à nos concitoyens, puis à vous aussi, encore une fois, sur les réseaux. Mais pour débuter, eh bien, Dorothée va, comme on dit dans notre jargon, contextualiser un peu tout cela, c'est-à-dire nous rappeler où nous en sommes. Et puis, Dorothée a couvert hier soir aussi, bien sûr, la venue d'Emmanuel Macron, à la fois à la mairie de Rouen et puis ensuite dans les rues de Rouen, comme on l'a tous vu certainement, ou nombreux à l'avoir vu, sur les différents médias nationaux. Alors, Dorothée, on en est où et comment vous avez vécu ce reportage d'hier soir ? Alors donc l'incendie s'est produit le 26 septembre aux alentours de 3 heures du matin et c'est hier, donc mercredi 30 octobre, plus d'un mois après les faits, qu'Emmanuel Macron s'est donc rendu à Rouen. Une visite surprise qui s'est décidée vraiment au dernier moment, mais en tout cas il a tenu son engagement du vendredi 4 octobre en déplacement en Auvergne où il avait dit « j'irai bien sûr à Rouen ». Donc comment s'est passée sa venue ? Il est arrivé donc à la mairie de Rouen aux alentours de 17h, 17h30. Il s'est entretenu avec le préfet, Pierre-André Durand, et le maire de Rouen, Yvon Robert. Une entrevue de 30-45 minutes, à l'issue de laquelle il a donné donc des interviews à la presse nationale et la presse locale, dans lesquelles il est revenu sur la transparence et le dialogue qui s'était déroulé depuis les événements du 26 septembre. Il a dit aussi également et insisté comme quoi il comprenait l'émotion des habitants, des Roannais. Il a enfin loué le travail du préfet, il a loué son sang-froid et sa détermination. Alors parmi les multiples annonces, il a notamment dit que Rouen accueillerait un événement d'ampleur nationale ou internationale dès 2020 afin de redorer l'image de la ville. Alors, après, il s'est rendu donc, dans rue d'Hôpital, dans un bar qui s'appelle Lenzo, où il a rencontré des militants juste avant. Donc, devant la mairie, il a quand même été hué par quelques dizaines de manifestants qui ont appelé à sa démission comme c'est d'usage. Alors, qu'est-ce qui s'est dit à Lenzo ? En fait, le Lubrizol a été assez peu abordé. Les citoyens en ont profité pour parler aussi tout simplement des tracas du quotidien, enfin, des gros tracas du quotidien, de la taxe d'habitation, du pouvoir d'achat, et notamment plus un peu en marge de Lubrizol. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Eh bien, dans l'esprit des gens, un mois, c'est un peu tard pour venir ici. Et on déplore notamment, les gens déplorent, parce qu'il a pris des citoyens qui buvaient un verre un soir, la cible des 20-30 ans, qui étaient là pour se détendre. Mais on ne l'a pas entendu parler au collectif, c'est ce que déplorent, je pense, je pense qu'ils vont nous en parler, oui. nos invités. Il n'a pas parlé au collectif parce que pourtant ce sont des collectifs de citoyens. Il y a aussi certes des syndicats, mais c'est à eux qu'il aurait peut-être dû s'adresser. Comme il s'est attardé de manière voulu ou non, au bar de Lenzo, il n'a pas pu rencontrer les commerçants de la rue de l'Hôpital qui attendent ça, des commerçants qui étaient énormément aussi impactés par Lubrizol, vu que les gens ne sortaient plus de chez eux, les gens étaient confinés. Et enfin, il n'a eu aucun mot non plus pour les agriculteurs qui auraient voulu avoir aussi des explications. Alors,
Alors, à côté de ça, donc, je pense que vous le savez, une centaine de manifestants étaient tenus très à l'écart de l'avenue d'Emmanuel Macron, le quartier étant bouclé par beaucoup de forces de l'ordre. Merci beaucoup, Dorothée. Merci pour cette contextualisation complète. Et puis, encore une fois, ce qui est très important, c'est de donner la parole. On va le faire beaucoup, d'ailleurs. Ils sont là pour ça, à nos invités. Juste avant, puisqu'on est avec vous en direct sur les réseaux, on a Michel qui nous dit, alors peut-être Dorothée a la réponse, Michel nous dit, il se reporte à l'époque de l'incendie et dit pourquoi on aurait manqué d'eau pendant 4 heures au moment de l'incendie. Je ne sais pas si Dorothée vous avez une réponse. Et puis le même Michel sur les réseaux sociaux nous dit Lubrizol pourra-t-elle redémarrer? Avant qu'on passe à nos invités tout de suite, Dorothée, avez-vous une réponse sur ces 2 questions? Alors la ministre, honnêtement je ne sais plus laquelle, mais il semble que c'est la ministre de la Transition écologique qui avait dit, alors encore une fois ce sera à vérifier, qui avait dit qu'effectivement si tout était en ordre, si tout était sécurisé, si tout rentrait dans les normes obligatoires, Lubrizol redémarrait. Donc maintenant ça reste à voir, mais il n'a jamais été dit que Lubrizol ne redémarrait pas. Quant aux pompiers, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ils ont manqué d'eau. Alors est-ce que c'est un problème sur le site de Lubrizol? Ça reste à déterminer. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte, qui a été reprise par le parquet de Paris pour justement faire la lumière sur toute l'affaire Lubrizol. Bon, alors évidemment, la défiance reste très importante. On le constate avec la question de Pascal sur les réseaux. Pascal qui nous dit est-ce que toutes les usines à risque sont aussi mal sécurisées que Lubrizol? Ça nous montre bien que, effectivement, la défiance reste importante. Alors, on passe tout de suite, et merci encore à eux d'être venus, à nos invités. On va peut-être commencer par Nathalie. Alors, Nathalie, oui. Vous êtes une personne à la santé fragile, hein, oui, on peut le dire. Donc, vous faites partie de ceux qui ont peut-être le plus mal réagi face à tout ce qui s'est passé. Je précise que vous venez de Billorel. Et on vous laisse la parole. Vous avez un propos qui est assez émouvant. Racontez-nous. Eh ben, tout simplement, quand Lubrizol, ça s'est passé, j'ai été hospitalisée au CHU pour un très gros problème, une septicémie. J'en avais ras-le-bol, j'ai dit je veux partir de chez moi, je veux partir du CHU et rentrer chez moi. Et en fait, je suis partie à 16h. Et puis, quand j'ai vu, le personnel m'a montré les diapos, enfin pas les diapos, mais sur portable et tout, j'ai vu que c'était quand même sérieux. Je suis partie à 16h, je suis rentrée chez moi, et chez moi, le lendemain, j'étais couverte de boutons, j'avais le feu en moi, c'était comme en enfer en fait, parce qu'on est brûlé de partout, on a les yeux qui pleurent, on a la gorge qui brûle, on a des allergies. Moi, j'ai fait 35 œdèmes de quinque et de choc anaphylactique, donc j'ai un traitement qui est très lourd. Alors pendant que vous parlez, Nathalie, hein, on revoit ce reportage. On a été parmi les premiers d'ailleurs à Paris-Normandie TV à aller faire les images avec les photographes également de Paris-Normandie. C'était là à 4h du matin. C'était juste 1h30 à peu près après le déclenchement de l'incendie. Avant que vous continuiez, Nathalie, précisons que, puisque je vous avais dit que vous avez une santé assez fragile, précisons mais que ça allait bien. C'est-à-dire que juste avant l'incendie, vous nous dites que ça allait bien. Et vous avez noté une synchronisation assez impressionnante ou assez claire. Alors racontez-nous ce qui s'est passé alors. Avant j'allais super bien, donc je voulais partir plus loin parce que c'est vrai que j'ai perdu, mon papa est tout seul, donc je veux le retrouver parce que ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Il faut dire que lui il a quand même quitté la Normandie depuis longtemps parce que en fait il n'était pas bien. Son ami était à Notre-Dame de Gravenchon et elle est partie malheureusement le 14 février d'un cancer des 2 poumons et des 2 seins, donc voilà. La situation est vraiment très très dramatique. Toujours, hein, c'est pas que je coupe la parole, c'est que on donne aussi la priorité à tous ceux qui nous regardent et qui réagissent. Pascal, je précise que c'est une femme qui à nouveau se pose une question. Elle dit pourquoi les riverains des usines à risque ne bénéficient pas d'exercices d'entraînement comme le personnel, on peut l'imaginer, en suit dans ces mêmes usines. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, Dorothée, que quand on est dans un quartier à proximité d'une usine Seveso, quel qu'en soit le seuil, eh bien, il y ait régulièrement des exercices. Alors ça existe effectivement de manière en plus en grande ampleur au niveau des centrales nucléaires, de toutes les centrales nucléaires en France. Sur les consignes Seveso, effectivement, de toute façon, c'est les services d'État, c'est la préfecture qui décide, le cas échéant, de l'évacuation
ou du confinement. Là, le confinement a été demandé aux abords de l'usine Lubrizol au moment de l'incendie. Des exercices, pourquoi pas, c'est au préfet, au service de l'État de décider. Quoi qu'il en soit, les deux possibilités, c'est effectivement le confinement ou l'évacuation de la population. Alors, Joël, on va revenir à vous, bien sûr, Nathalie. Joël Doranté, ça nous intéresse effectivement de vous avoir sur le plateau. Merci encore d'être venu. Par quoi on commence finalement? Tant de questions se proposent à nous pour bénéficier de votre présence. Peut-être d'abord une question assez générale sur le... pardon, j'ai dit Joël. Ah, j'ai dit Joël, pardon. Olivier. Non, Olivier, pardonnez-moi. Peut-être une question assez générale. Voilà, votre regard sur ce qui s'est passé en tant que, je le répète, salarié de Lubrizol entre 2010 et 2014. Votre regard global sur ce qui s'est passé. Déjà, un regard humain, un regard citoyen. J'ai 42 ans, ça fait 37 ans que j'habite à proximité des usines Seveso, habitant Grand Quevilly. Il est clair que c'est une catastrophe énorme qui arrive sur l'agglomération de Rouen. Maintenant, effectivement, énormément de risques effectivement étaient potentiels sur ces sites Seveso. J'aurais une vision partagée dans le sens où j'ai travaillé, je travaille toujours sur un site Seveso de l'agglomération rouennaise, en disant que depuis la catastrophe, je vous le rappelle aussi, d'AZF Toulouse, énormément en fait de moyens financiers ont été mis en place sur les différents sites Seveso de France. J'ai pu d'ailleurs le constater, des augmentations de sécurité, de sondes et autres. Mais voilà, on se rend compte de nos jours que malgré toutes ces sécurités mises en place, malgré la qualité de beaucoup de services QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui sont tous présents dans les sites et les usines Seveso, et voilà, on est amené encore de nos jours à connaître des catastrophes d'une telle ampleur. Avant que Dorothée vous questionne à nouveau, je précise que Barbara intervient et Barbara dit qu'elle habite Grand Quevilly et qu'elle témoigne sur le fait que dans son immeuble, il y a des consignes de sécurité. On nous pose aussi la question de savoir si le sol de Lubrizol est pollué à long terme. On nous demande aussi, enfin les gens s'interrogent, je ne sais pas s'ils nous le demandent, mais en tout cas on s'interroge sur le fait que, curieux que le président de la République ait attendu un mois pour se déplacer. Peut-être quelques réactions, Dorothée, sur ces points-là, avant de re-questionner Olivier Bruno. Alors sur l'avenue du président, c'est étonnant. Moi, je suis pas dans les petits papiers du président. Par contre, c'est vrai que le président a pour habitude de passer le week-end de la Toussaint en famille aux alentours de Honfleur. Donc, est-ce qu'il s'est dit c'est sur la route, je vais faire un crochet par Rouen, ce qui peut être envisageable parce que ça a été décidé très tardivement, une heure et demie avant, les rédactions l'ont appris, rien n'était vraiment organisé. Donc est-ce qu'il a dit je profite de cette allée à Honfleur pour faire un détour par Rouen? Est-ce qu'il l'avait prévu? Tout ça reste un peu nébuleux. Là encore, je vais vous laisser, promis Dorothée, à nouveau questionner Olivier Bruno, mais à nouveau réaction sur les réseaux, où une fille et une sœur de sinistrés AZF en 2001 nous dit, selon cette personne, pour Lubrizol en 2019, même mensonge avant, pendant et après. Voilà, cette fois c'est promis, c'est à vous Dorothée. Ah, merci. Alors moi j'ai une question pour vous Olivier. Vous avez connu l'épisode de Mercaptan en 2013. Oui. À cette époque, Lubrizol est copé d'une amende de 4 000 €, certes, mais surtout a eu des consignes de sécurité à appliquer. Est-ce que vous avez vu ce travail se mettre en place au sein de l'usine? Ah oui, tout à fait. Enfin, il y a eu un développement, comme je vous l'ai dit, il y a eu un développement accru des sécurités mises en place. Moi-même sur site, à cette époque, en combinaison intégrale, bouteille à oxygène dans le dos. Donc, non, il y avait vraiment eu des consignes strictes suite à cet épisode du 21 janvier 2013. Parce qu'il y avait déjà eu des manquements qui avaient été signalés lors de l'enquête qui avait été faite en 2013. Des manquements de sécurité. Moi, j'en avais pas si vous voulez. J'ai travaillé de 2010 à 2014 en tant qu'intérimaire, plus que régulièrement. Après, je n'avais pas l'antériorité et l'historique
voilà, moi, je pars du principe, je crois que ce que je vois, voilà, j'étais sur le site, j'ai su ce qui s'est passé, je suis intervenu, on m'a demandé d'intervenir après sur site justement pour continuer à contrôler ce qu'on appelle les ppm, particules par million, hein, donc c'est-à-dire les taux de dioxine et de mercaptan, d'H2S plus particulièrement, parce que le mercaptan est une odeur. Et heureusement qu'on l'a, ce mercaptan, en fait, hein, au niveau de l'odeur. Ce qui est le plus dangereux, c'est quand même le H2S. Et je tiens d'ailleurs à rappeler quand même que par rapport à la catastrophe là, que nous venons de vivre sur septembre, là, sur cette nuit du 26 au 27, ce qui est le plus dangereux, hein, et je le répète souvent et je le dis souvent à mon entourage, c'est pas ce que l'on sent et ce que l'on voit, mais c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sent pas. Et on est parti pour une période de plusieurs années, pour moi, voilà, de méfiance. On a un déni total, vous parliez du président Macron, on a un déni total d'un président qui vient un mois après, soi-disant pour laisser place à ses ministres et à la préfecture de gérer eux-mêmes la catastrophe. Je pense qu'en tant que président des Français, président des citoyens rouennais, il était plus que logique qu'il vienne dès les premiers jours après la catastrophe. Alors Olivier, toujours pareil, hein, effectivement, le fait de vous avoir en plateau, le fait effectivement de donner la parole à nos concitoyens que vous représentez pour une part, évidemment ça fait réagir et on entend à nouveau beaucoup de choses qui forment un concert général de propos. On nous dit une honte s'agissant des infos que l'on n'a pas pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les nourrissons. Alain nous dit, je suis assez étonné puisqu'il dit fin des années 90-2000, on désamiantait selon ses propos, hein, je reprends fidèlement, on désamiantait à tout va. Il dit pourquoi est-ce qu'on nous parle d'amiante qui subsiste chez Lubrizol. Peut-être Olivier d'ailleurs vous avez un avis là-dessus. Concrètement à nouveau la question, quels sont les risques pour la santé? Ça témoigne bien que beaucoup d'entre nous se sentent réellement sous-informés. Michel nous dit pourquoi sur les deux sites, quand il dit les deux sites il parle de Lubrizol et il parle de Normandie Logistique, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à déclarer les produits et encore une fois, est-ce que tout a été déclaré? Est-ce qu'on ne nous cache pas un certain nombre de choses? Avant de vous entendre peut-être sur l'amiante, Dorothée, peut-être une réaction sur toutes ces questions qui reviennent en boucle, si je puis dire, et c'est normal. Alors c'est vrai que j'ai assisté, donc le préfet a mis en place assez rapidement des points presse quotidiens avec l'ensemble de la presse nationale et régionale. Il y avait eu c'était assez compliqué de parler avec monsieur Berg, le directeur de l'Adréal, qui voulait de la transparence, mais qui refusait de temps en temps de répondre à nos questions. Il y avait 470 fiches de produits sur le site. Plusieurs fois, plusieurs reprises, il manquait 7 fiches produits. Nous, on lui a demandé, il a refusé de nous les donner. Je crois que Normandie Logistique et Lubrizol ont mis énormément de temps à donner ces produits-là, enfin les fiches produits à la préfecture, qui ont dû demander plusieurs fois aux entreprises de bien vouloir les donner. Donc c'est vrai, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui a brûlé. Il y a les produits qui ont brûlé, il y a les produits qui n'ont pas brûlé. Il y a peut-être, est-ce que c'est la faute de la préfecture qui ne communique pas? Est-ce que c'est Lubrizol qui refuse de donner les éléments? Est-ce que c'est Normandie Logistique? Tout ça est un peu nébuleux pour nous, le journaliste. Pourtant, c'est pas faute d'insister au quotidien. Même pour les médias, en fait. Hein, c'est ça, c'est ce que vous dites. Alors, les concitoyens qui se témoignent, hein, vous en plateau, ceux qui nous regardent, nous disent on nous cache des choses, on ne répond pas à nos questions. Et ce qu'il faut entendre dans vos propos, Dorothée, c'est que même quand on fait partie des médias, on a l'impression que les réponses ne sont pas apportées aux questions. Vous qui avez été au point presse du préfet pas mal de fois. Oui, alors je ne veux pas jeter la défiance envers, mais de temps en temps, on avait du mal. Alors peut-être qu'eux non plus n'avaient pas les informations, tout simplement. C'est fort probable. Mais on essaie, en tant que média local et médias impliqués dans la vie des citoyens normands, de faire la transparence et de donner la vérité sur ce qui s'est passé. Et même nous, de notre côté, on a essayé de chercher plein d'interlocuteurs différents pour essayer de faire la lumière. Mais c'est compliqué parce que c'est aussi un domaine, ça reste de la chimie, on ne sait pas ce que provoquent les combustions des différents éléments ensemble. Et même, je pense que tout simplement, les services d'État eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses en fait.
Alors, Xavier nous dit pourquoi les alarmes ont mis autant de temps à être déclenchées. On va peut-être entendre Olivier Bruno là-dessus. Malika remercie, elle a une pensée pour les salariés de Lubrizol qui ont fait un travail important, notamment pour mettre de côté peut-être un certain nombre de fûts à risque. Alors, merci à vous d'interagir avec nous sur les réseaux. Olivier Bruno, je le répète, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, vous êtes un ancien salarié de Lubrizol, vous avez travaillé chez Lubrizol intérimaire, oui. Pardon ? Intérimaire, pas Intérimaire, salarié. enfin intérimaire. Mais intérimaire, mais sur une période de 4 entre ans. 2010 et 2014. Oui, alors, je vous relance sur une question qui nous était posée par les réseaux. L'amiante, alors qu'on a désamianté à une époque à tout va, comme on dit, pourquoi est-ce qu'il subsistait de l'amiante, d'après vous, chez Lubrizol ? Et puis encore cette histoire des alarmes. Expliquez-moi. Oui, voilà, parce que j'ai pas non plus la science infuse, mais écoutez, je travaille encore aussi sur un site Céveso. Il reste encore un nombre de toitures et autres, comme il reste dans les maisons, les habitations de l'agglomération rouennaise et ailleurs, des toits en fibrociment, des murs en fibro, des toits et autres. L'amiante reste présente de toute façon depuis des années et encore maintenant. Les gens n'ont pas la capacité, si je parle des citoyens, n'ont pas forcément la capacité de pouvoir modifier les matériaux existants. Il y a de nouvelles normes, de nouvelles règles. En ce qui concerne les entreprises, telle où je suis maintenant actuellement aussi en entreprise Céveso, tant que l'amiante reste compacte, tant que l'amiante n'est pas brisée, n'est pas fissurée et reste confinée, vous avez plein de méthodes de sécurité, d'enrobage de cette amiante par des projections et des pulvérisations de mousse qui font que ça vient figer l'amiante et que tant qu'il n'y a pas de... comme ça a été le cas là, le problème c'est l'explosivité. On a envoyé une multitude et des millions de nanoparticules dans l'air d'amiante. Des morceaux ont été retrouvés à 20 km de Rouen. On en a eu sur le pont Flaubert au plus près. C'est toutes ces petites particules, qu'elles soient amiantes ou toutes ces particules, ces dioxines provenant de produits stockés. Et je reviens et je fais la transition sur l'autre question. Sur les produits stockés, tout le monde peut le savoir. Les fiches de données de sécurité que vous parliez, les fiches produits sont les fiches de données de sécurité. Chaque produit a une fiche de données de sécurité avec son taux de toxicité, son type d'identification, même quand il est transporté en matière dangereuse, par le biais des poids lourds. Toutes ces données en fait sont accessibles sur Google et effectivement on peut facilement savoir que dans ces produits, même si je n'ai pas non plus la liste exacte en ma possession, que ce soit dans l'entrepôt Lubrizol ou dans l'entrepôt du sous-traitant Normandie Logistique, sont des produits, il y a des produits CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est des formations que vous me parliez de sécurité en tant qu'intérimaire, c'est des formations justement, et ça j'en remercie, à l'époque de cette carrière d'opérateur industriel, des formations obligatoires que nous sommes obligés de faire, que l'on soit salarié ou intérimaire, pour justement avoir une connaissance parfaite de la dangerosité des produits. Donc on ne peut pas nier que des particules, qu'ils soient amiantes ou particules de produits qui ont brûlé, et même là, encore à l'heure actuelle, sur la procédure de nettoyage, bon nombre de personnes qui interviennent sont obligées de faire des prises de sang régulières à la demande de l'ARS. Donc on peut pas nier qu'il y a une dangerosité énorme et à quoi s'attendre dans les années à venir. Une question, encore une fois, vous qui connaissez bien ces sites, des questions qui reviennent, je synthétise un peu ce que j'entends. On pense que sur ces sites-là, et à juste titre, j'imagine, qu'il y a des services de sécurité, qu'il y a des services incendie de première urgence, plus, bien sûr, un réseau de caméras de surveillance. Alors, la question qui se pose, c'est comment peut-il se faire, alors selon vous, qu'à partir du moment où on a une salle de contrôle, un jour j'ai fait un reportage chez Lubrizol, il y a quelques années, j'ai vu cette salle de contrôle. À partir du moment où on a toutes ces caméras, à partir du moment où on a un service interne d'intervention secours incendie de première urgence, comment se fait-il que dès qu'on détecte et qu'on envoie les secours, comment est-ce qu'on n'arrive pas à circonscrire l'incendie quelle réponse vous pouvez avoir par rapport à cette question ? Moi, je pense, je me permets... Le problème, c'est que ces caméras sont essentiellement sur le site de production. Et là, l'incendie s'est déclaré dans les sites de stockage qui sont moins protégés parce que c'est plutôt, en général, les accidents arrivent plutôt sur de la production. Je pense
Olivier, vous êtes peut-être... Oui, enfin, on reprend, on va pas, il y a une enquête, on va pas polémiquer, mais le feu pourrait être parti aussi de l'extérieur de Lubrizol côté de l'entreprise Normandie Logistique. Après, effectivement, il y a moins de caméras parce que vous êtes le bâtiment en fait qui s'est enflammé après à proximité du sous-traitant. Normandie Logistique est un bâtiment effectivement de stockage de fûts où, hormis des sondes, vous avez quand même des sondes, hein, incendie et autres. Maintenant, au vu des premières flammes et des premières images qu'on a pu avoir, c'est des produits extrêmement inflammables. Ça reste des produits chimiques. Donc l'étendue, le temps de réaction, je pense que j'ai beaucoup d'amis pompiers aussi dans le secteur rouennais, hein, qui ont fait le maximum là-dessus. On peut pas, malgré qu'ils avaient un manque d'eau, hein, ils avaient que 2 heures d'eau, de capacité d'eau, vous en parliez tout à l'heure, alors que le plan imaginé par rapport à un incendie chez Lubrizol, hein, parce que tout ça c'est préparé avec des plans internes qui sont voilà, il y a des personnes qui cogitent sur tous les risques et tout ce qui peut se passer en incident. Sauf que si on demande une capacité d'eau très importante et que les services de l'État ne sont pas à même d'apporter à nos pompiers le matériel et l'eau nécessaire pour éteindre le feu, voilà, le feu ne peut pas être circonscrit. Je crois que ça a mis 12 heures, du coup. Hein, D'ailleurs, Paris-Normandie a recueilli le témoignage des pompiers sur place qui disaient que pour la première fois de leur vie, ils ont dû reculer dans un premier temps face à un feu avant de pouvoir effectivement bien, entre guillemets, l'attaquer, comme ils disent, tellement effectivement les produits, c'était extrêmement inflammable et extrêmement violent comme incendie. Alors, j'ai un certain nombre de remarques. À la fois en vous écoutant, je note ce qui nous est dit. On nous interroge beaucoup sur la... Alors encore une fois, on n'a pas forcément tous les spécialistes autour de la table qui conviendraient, mais important de voir ce qui émerge chez ceux qui nous regardent. On nous interroge sur la dépollution. On nous dit, et au-delà de Lubrizol même, hein, Ludovic qui intervient et qui nous dit, est-ce qu'il y a un plan pour, au-delà de l'usine Lubrizol et Normandie Logistique, traiter les conséquences sur un certain nombre de kilomètres. Ça, c'est une question. On nous demande aussi où vont être emmenés et stockés les déchets qui sont récupérés. Quelqu'un nous dit, je crois avoir vu des camions aux alentours de l'ancienne usine Petroplus. Bon, je retransmets ces propos. Après, une question plus générale aussi, alors là, qui nous dépasse, hein, j'imagine en plateau, mais on nous dit, le problème de cette chimie que l'on utilise dans notre vie, elle est tous azimuts, la chimie. Regardez le nombre d'applications qui ressortent des produits Lubrizol. Comment pourrait-on vivre sans cette chimie Et là, aujourd'hui, pas grand monde a la réponse. Hein. On est pour l'instant un peu prisonnier de ce monde dans lequel on vit. Et puis, on nous demande aussi s'il y a un soutien pour les salariés de Lubrizol. Peut-être, Olivier, pouvez-vous répondre là-dessus ? Comment ça se passe pour ces membres de l'usine et de l'entreprise qui sont fortement atteints par tout cela ? Écoutez, de ce que j'en sais, par d'anciens collègues du site, il y a un suivi psychologique. Ils sont très touchés par ce drame, hein, qui est un drame aussi écologique, mais économique. Ne savent pas comment, sur quelle période ils vont réellement pouvoir reprendre leur activité. Et effectivement, il y a un suivi psychologique pour eux, pour ceux que je connais, qui a été proposé par l'entreprise Lubrizol. Ils sont assez entourés, assez encadrés. Maintenant, le traumatisme pour eux est d'entendre aussi, et ça fait un peu la transition, comment vivre sans... La question est effectivement comment vivre sans cette chimie qui, si vous ne l'aviez pas, vous ne seriez pas habillé, vous ne pourriez pas rouler, vous n'auriez pas de véhicule, c'est très compliqué. On ne serait pas soigné. On ne s'est pas soigné non plus ? Non plus. Oui. Non, il y a énormément d'adjuvants et de produits fabriqués par ce genre d'usine qui fait que, on n'est pas capable aujourd'hui
vivre tel que l'on vit là sans ce type d'usine. Alors, on parlait de soutien là, à l'instant, et vous avez répondu, Olivier Bruno, soutien notamment psychologique aux employés de Lubrizol. Moi, je reviens vers Nathalie, elle, qui n'a rien à voir avec le travail chez Lubrizol. L'impression qu'on a, Nathalie, c'est que vous faites un peu la voix d'un grand nombre en disant on se sent perdu, on ne se sent pas aidé, on ne se sent pas soutenu. Et là, par contre, il n'y a pas de cellule psychologique, en quelque sorte. Pour l'instant, oui, la cellule psychologique a été mise en place, mais après, on ne sait rien, quoi. Quand moi j'ai fait la réunion avec donc Corinne Lepage, elle a dit surtout ne stressez pas parce qu'il y en a pour très 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 longtemps. Le dernier procès qu'ils ont gagné, 18 ans. Dans 18 ans, on est où ? Ouais, les conséquences à long terme, hein, c'est ça aussi qui, bien sûr, font peur. Je rappelle, Nathalie, pour ceux qui nous rejoindraient, que vous faites partie du collectif Respire, oui. Et que vous êtes notamment suivie par l'avocate Corinne Lepage. Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire tous les deux si, avec Dorothée, on s'écartait un peu, si on vous laissait un peu discuter tous les deux, qu'est-ce que vous auriez envie de partager tous les deux ? Les conséquences que ça peut avoir pour tout le monde. Les conséquences, et j'en reviens aussi à une question d'un internaute, c'est qu'il devrait y avoir un plan à grande échelle. J'ai vu des articles ces dernières semaines, on demande aux particuliers de récupérer eux-mêmes les particules d'amiante, on demande aux particuliers de nettoyer eux-mêmes avec un simple jet d'eau. Les assurances ne prennent même pas. Un simple jet d'eau, il y aurait... Si je peux me permettre, des particules d'amiante, on demande d'appeler la préfecture pour qu'une société vienne retirer le fibrociment. Oui, mais sur les parties, j'ai vu des particuliers quand même, sur des parties justement des résidus d'hydrocarbures dans les cuves récupération d'eau et autres, sur les terrasses, d'eux-mêmes, ils ont essayé de nettoyer sans savoir au préalable, sans protection, sans EPI, des équipements de protection individuelle qui sont nécessaires à toutes et à tous. Et voilà, on a les particuliers dans le déni et dans ce déni, moi je trouve du gouvernement, quelque part, via la préfecture, on a laissé les particuliers manipuler les produits dans les jours qui ont suivi la catastrophe Lubrizol. Et pourquoi monsieur le préfet nous a interdit de faire nos tests ? Quel test ? On veut, étant donné qu'on est avec Respire, on s'est groupé, on est 99, on a dit, puisque c'est ça, on va faire nos tests nous-mêmes. Donc les tests sanguins, les tests pour la maison, etc. Bloqués. Bloqués par qui ? Par le préfet. Donc en fait, on nous a empêché d'appeler une société, une entreprise indépendante pour effectuer les des tests. Rien que pour c'est lequel, je ne sais plus, mais enfin, il y en a un, il faut 300 €. On fait comment pour mettre 300 €? Je pense que c'est pour les dioxines. Oui, il y a un examen qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ni par toute autre mutuelle, et que effectivement les particuliers sont obligés de payer. Alors, on nous parle aussi, on nous dit qu'au Havre, il y aurait, moi j'ai pas cette information à titre personnel, mais qu'il y aurait au Havre une usine très importante de traitement de déchets, peut-être même la plus importante d'Europe. Alors déjà, au Havre, il y a une seconde usine Lubrizol, et effectivement, une partie des fûts, une partie des déchets de Lubrizol au Rouen sera traité au Havre. Il me semble que c'est la société Cedibex qui va s'en occuper en partie. Et tout comme les fûts aujourd'hui endommagés seraient pour certains emmenés au Havre. Donc ça restera en Normandie. Deux mots, si je synthétisais un peu tout ce que j'entends et de la réaction de ceux qui nous suivent, il y a deux mots qui peuvent résumer tout ça. C'est aujourd'hui, ça y est, l'événement Lubrizol, l'incendie, l'accident est derrière nous. Aujourd'hui, le premier mot, c'est conséquences, sous toutes ses formes. Et puis, deuxième mot, le mot qui revient en permanence, c'est transparence, avec besoin de transparence. Et là, je me tourne vers vous, Dorothée. Quelqu'un réagit en disant les médias, est-ce que les médias n'ont pas dérangé à un moment donné ? Est-ce qu'on n'aurait pas, ici ou là, demandé à certains médias de réduire la voilure ? Je relais encore une fois le plus fidèlement ce que j'entends. Alors absolument pas. C'est peut-être le problème de la préfecture, c'est que absolument pas. Alors je suis journaliste depuis un petit bout de temps et c'est notamment sur une des manifestations, je pense la première fois de ma vie que j'entends les syndicats nous dire « Merci les médias de faire votre travail ». Je peux vous dire qu'en
en expérience de journaliste, ça n'arrive pas tous les jours. Non, au contraire, je pense que les médias locaux, pour l'essentiel, je pense à nos confrères de 76 Actu, de France Bleu, de France 3, on tente vraiment de trouver les vérités, de trouver les pistes, les indices. Des fois, en dérangeant la préfecture, ça se passe comme ça se passe, mais non, au contraire, je pense que la préfecture a bien compris qu'ils ne nous feront pas taire, et ils ne le font absolument pas. D'accord, merci Dorothée de ce témoignage. Voilà, écoutez, on n'était pas là pour vous apporter aujourd'hui les informations que qui que ce soit ne possède, bien évidemment, mais on avait promis de passer un moment avec ceux que j'appelle nos concitoyens, puisque encore une fois, on s'était intéressé aux agriculteurs, on s'était intéressé aux commerçants, et aujourd'hui, la parole était à vous. On nous parle en dernier lieu de la foire de Rouen, en reposant la question, est-ce qu'elle n'est pas trop près d'un site Céveso ? La question, Olivier Bruno, c'est qu'aujourd'hui, j'interrogeais à la Transat Jacques Vabre, l'explorateur Bertrand Piccard, qui a réalisé cet exploit avec Breitling Orbiter, le premier tour du monde en ballon, et puis ensuite le tour du monde avec Solar Impulse, l'avion à panneaux solaires électriques. Et Bertrand Piccard rappelait, il disait, oui, aujourd'hui, le problème, qu'est-ce qu'on fait dans ces sites? Est-ce qu'on enlève les habitants? Est-ce qu'on enlève les usines? Est-ce qu'on fait cohabiter? On voit bien que la réponse, elle est difficile à trouver. Écoutez, je vais répondre sur les deux questions. Moi, les habitations de 1930 ou les habitations brick-silex que l'on peut trouver à proximité du Brizol, faut se rappeler un peu de l'histoire et la révolution industrielle. Et voilà, quand on construisait des usines, on voulait ses ouvriers, ses cadres et autres à proximité. Bon nombre de maisons anciennes sont à proximité de l'usine. Ce que je rappelle, et c'est là où moi je mets fortement en cause nos gouvernants et certains de nos élus, gouvernants et élus locaux, c'est de s'imaginer qu'à côté de sites Céveso comme ça, on reconstruise de nouveaux quartiers, type l'écoquartier qui est en train de sortir de terre. C'est impensable. Et pour revenir sur la foire Saint-Romain, voilà, j'étais parti pour ne pas y aller, je me laisse attendrir par mes filles, j'y vais un soir. Faut voir les effluves et les odeurs impensables quand vous allez... Alors après, ça dépend du vent, ça dépend de la direction du vent. Oui, mais bon, vous êtes quand même à proximité du site du Brizol. Quand on voit la manière de nettoyage de ces gros cailloux qu'on peut avoir de remblais pour maintenir les quais, on a eu des images aussi là-dessus où on voit que voilà, une mini pelle soulève des cailloux, un petit coup d'arrosage, on repose les cailloux et on laisse tous ces résidus qui sont retombés s'évacuer en Seine. On a de grosses questions à se poser. C'est un véritable mensonge d'État, je pense. Olivier Bruno, en écho à ce que vous disiez à propos de ces maisons qui sont tout près du site, eh bien effectivement, on nous dit d'avoir cette pensée pour tous ces riverains qui sont très très proches, toutes ces maisons qui sont très proches du site. Deux mots, là encore, qui se sentent oubliés et puis intoxiqués. Vous avez eu des contacts, Dorothée, avec ces populations riveraines très proches ou très peu. Ce qui nous a surtout préoccupés, c'est aussi les gens du voyage qui étaient juste à côté du site, qui, eux, n'ont pas du tout été pris en charge. Parce que quand on parle de confinement, être confiné dans une maison, être confiné dans une caravane, ce n'est pas forcément la même chose. Donc c'est sur ces points-là qu'il faudrait peut-être travailler, oui. Merci beaucoup Dorothée d'avoir donc apporté cette expérience que vous avez accumulée en suivant les événements depuis cette fameuse nuit du mercredi au jeudi. Et on continuera à les suivre, toute la rédaction de Paris Normandie continuera bien évidemment à suivre l'affaire Lubrizol. Voilà, et encore une fois, je crois que c'est tout l'intérêt des médias locaux, notamment effectivement dans ce journal Paris Normandie qui vous a rendu compte jour après jour avec la plus grande précision possible de tout ce qu'on pouvait retransmettre à cette population à laquelle nous appartenons tous. Et puis peut-être pour finir, on vous laisse la parole pour le dernier mot, Nathalie et Olivier. Nathalie, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de dire avant que le générique final soit envoyé ? Courage à tous, battez-vous. Et puis, si vraiment vous êtes en danger, que vous avez des problèmes à respirer, fuyez Rouen. C'est ce que vous allez faire, vous d'ailleurs. Vous envisagez de quitter la région. Oui, parce que je suis trop malade et franchement, je ne peux plus. Joël, c'est pareil, un dernier mot ?
Olivier. Mais vous savez pourquoi je vais vous dire, c'est parce que je connais un Joël Bruno. Mais moi aussi, je le connais, le maire de Caen. Voilà. Donc voilà. Bah oui, voilà. Mais non. Je voulais pas préciser que c'était le maire de Caen, mais vous le savez aussi bien que moi. Voilà. Donc j'ai effectivement interviewé Joël Bruno il y a pas longtemps. Et alors je vous qualifie de ce prénom de Joël. Excusez-moi Olivier. Donc Olivier Bruno, oui, pour terminer et revenir un peu de manière sérieuse en concluant cet échange que nous avons eu. Je dirais la même chose de toute façon, c'est courage à tous. Il faut rien lâcher justement dans les démarches administratives. Il faut essayer de s'entraider tous ensemble. Il y a des personnes qui sont perdues aussi pour faire telle ou telle démarche de reconnaissance. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est une reconnaissance de catastrophe industrielle dans son sens même, où toutes ces personnes impactées et qui seront impactées, il va falloir qu'on ait des réponses très très rapidement, mais en premier lieu puissent être dédommagées par leurs assurances. Donc voilà, mais vraiment c'est tous ensemble et je pense qu'on est tous concernés par cette catastrophe, qu'elle soit sur Rouen ou qu'elle puisse se produire ailleurs en France. Voilà, la régie me retransmet de très nombreux remerciements sur les réseaux qui vont vers vous notamment et puis voilà, qui nous disent voilà. Et surtout je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que Rouen, il ne faut pas oublier qu'on est 130. Agglomération, Biorel, Boyau, Mont-Saint-Aignan, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly. 130 communes. 130 communes, Nathalie, oui, pardon. Oui. Mais parce qu'à chaque fois, on dit « Ah, Rouen. » Bah ouais, mais quand moi, je dis Biorel, ah bah t'es de Rouen. Oui, je suis juste à côté. Donc voilà, je dis aussi pour les autres, parce que Rouen, c'est sûr, c'est notre patrimoine, c'est notre économie, c'est tout qui est en train de partir en vrille, et c'est vraiment horrible, quoi. Voilà, on est PNTV. comme des pestiférés, et il faut que ça change. Merci à vous deux. PNTV, donc la chaîne web, la web TV, la chaîne vidéo de Paris-Normandie, qui intervient en information en complément de votre quotidien, que vous continuez bien sûr à trouver tous les jours pour vous informer régionalement. Et encore une fois, notre ambition aujourd'hui, Dorothée et vous, alors je ne dis pas Joël, là, je dis Olivier et Nathalie, notre ambition n'était pas forcément de vous apporter toutes les réponses que nous n'avons pas et tous autant que nous sommes, vous et nous évidemment, mais simplement contribuer au débat. Et puis peut-être jouer du rôle d'amplificateur que peuvent faire un média pour retransmettre ses avis de concitoyens à tous nos dirigeants. Voilà, c'était aussi l'objectif de cet échange d'aujourd'hui. Merci à vous d'être venu en plateau. Merci Dorothée Sylvain. d'avoir contribué. Et puis merci à Sylvain. tous les internautes qui nous ont suivis et qu'on retrouvera très vite, de plus en plus avec ces formats d'émissions que j'appelle interactives. À bientôt dans un autre numéro de l'Info en question.